Alors, bonsoir à tous. On va essayer de commencer alors parce qu'on a pas mal de choses à se dire ce soir. Donc, bienvenue à cette visioconférence d'Adalia. Pour ceux qui participent pour la première fois à à une visioconférence, on va vous demander du coup de bien laisser vos micros coupés pour le bon déroulement de la présentation et de poser vos questions plutôt dans l'onglet Conversation. On y répondra en fin de présentation ou en cours de présentation. Voilà, on consacrera sûrement un moment à la fin de la visioconférence pour y répondre. Alors, donc ce soir, on va parler du sol. On va essayer de le comprendre et de voir ce qu'on peut mettre en place pour s'y adapter et pour l'aider. Donc ce soir, d'abord, petite présentation de Adalia. Donc Adalia est une ASBL qui a été créée en 2001 et qui a pour principale mission de promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts, aussi bien publics que privés, dont font partie les jardins, en y donnant plus de place à la nature. Et alors, on accompagne, on conseille et on sensibilise sur tout ce qui est alternative aux pesticides et sur la gestion écologique. On a 4 grandes campagnes. Le printemps au naturel qui commence à partir du 20 mars. Donc, c'est un agenda en ligne qui va reprendre toute une série d'événements en Wallonie sur la thématique de la nature. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, n'hésitez pas à consulter cet agenda ou si vous organisez des événements, n'hésitez pas à aller vous y inscrire. Ça permet de promouvoir voilà, tout ce qui est événements nature en Wallonie. On a aussi un label Wallonie en fleurs qui vise à accompagner les communes qui souhaitent végétaliser de façon durable leurs espaces verts. On fournit aussi des kits d'élevage de papillons et de coccinelles pour les écoles avec toute une série d'animations. Et alors, on a un label Jardiner sans pesticides qui encourage les jardineries à donner des conseils sur tout ce qui est alternative phyto et proposer des produits dans leur rayon. Et donc ce soir, je vais vous présenter la conférence avec Louis, qui est diplômé en agronomie et qui a un master en sciences et gestion de l'environnement. Il est passionné par les systèmes agroforestiers et il a commencé chez Adalia il y a un peu plus de 3 ans. Et je présenterai l'autre partie. Donc moi, je suis agronome aussi, mais en environnement. Et je suis arrivée en même temps que Louis il y a un peu plus de 3 ans chez Adalia. Donc voilà un petit plan de la présentation de ce soir. On va avoir une petite introduction par Louis qui nous présentera le rôle des sols, les menaces qui pèsent dessus aussi. Et puis je prendrai la main en vous faisant une petite introduction à la géologie et à la pédologie, un peu théorique mais indispensable pour comprendre son sol. On verra aussi de quoi est composé notre sol. Et puis on finira par un point, comment l'améliorer, comment travailler avec. Et en conclusion, une petite présentation sur un chouette outil qui voit le jour depuis peu en Wallonie et qui pourra vous aider à analyser votre sol. Loulou, je te laisse la parole. Merci Julie. Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous êtes intéressés et prêts à interagir derrière vos écrans. Pour la première question, vous pouvez interagir via l'onglet Conversation dans Teams et répondre mettre en quelques mots à quoi vous pensez quand on parle du sol pour un peu sentir un peu la température et voir si vous avez déjà peut-être si vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est. Donc, juste en quelques mots, ouais, je vois qu'il y a de la terre, humus, à ne pas confondre avec l'humus, c'est pas vraiment pareil. La terre, oui, la fertilité, ouais, il y a érosion aussi, ça c'est une thématique qu'on va pouvoir aussi aborder. Là qui arrive. Hop, les matières organiques, effectivement, ça va être un sujet aujourd'hui. Tout ce qui est hydrologie, le cycle de l'eau, également très important. Les petites bêtes rampantes, ça, vous allez en découvrir avec Julie, justement. Il y a plein de petits aliens dans nos sols qu'on connaît très peu.
et un équilibre, un écosystème, oui, et matières minérales, de l'argile. Oh là là, ben voilà, c'est déjà un beau petit tour d'horizon et pas d'horizon de terre, parce que c'est Julie qui va vous les présenter après, les différents horizons. Et je pense qu'on peut tout doucement, donc après ce petit tour, passer à l'introduction. Si le slide passe. Donc, les sols, c'est quelque chose de plus ou moins abstrait, bien qu'on en marche dessus tous les jours. C'est un monde inexploré auquel on ne s'intéresse pas assez. Pourtant, c'est le royaume du sol qui est à la base de notre alimentation et qui est un patrimoine mondial à protéger. Le sol nous rend des services écosystémiques qu'on appelle souvent mais des services à l'humanité hyper importants. Comme je l'ai dit, c'est la base de l'alimentation, mais bien plus que ça. Et bah, même si l'alimentation, ce n'est pas une grande part de l'économie, bah, si on n'a rien à manger, bah, ça va être compliqué. Il faut savoir que les sols, actuellement, on en parle heureusement de plus en plus, et les agriculteurs s'y intéressent de plus en plus, vu que ces derniers sont de plus en plus menacés. Tu peux aller à l'autre slide. Euh, et donc, comme je l'ai dit, les sols, c'est la base de toutes les chaînes alimentaires. Donc, au-delà de produire la nourriture pour nous, les sols permettent de produire la nourriture pour pratiquement tous les êtres vivants de cette planète. On pense forcément aux animaux terrestres, mais également aux animaux aquatiques. Il faut savoir, ce qu'on oublie souvent, c'est que tous les nutriments des sols vont, via les pluies, via l'érosion naturelle, aller dans les rivières, fertiliser les rivières. C'est grâce à elles que les rivières sont pleines de vie, et c'est pour cela que les rivières sont encore plus vivantes que les océans, et via encore l'érosion jusqu'aux mers, va permettre de créer des littoraux qui sont riches et qui nous permettent de profiter d'un écosystème aquatique abondant. Donc les écosystèmes, au-delà de faire, ça permet de fournir quasiment toute la nourriture des êtres vivants sur cette planète. Et c'est également ce qui va nous permettre d'avoir les différents cycles des matières organiques et qui vont permettre, donc, quand on se balade en forêt, bah, à l'automne, il y a plein de feuilles et quand on revient au printemps, bah, les feuilles ont disparu et c'est un cycle permanent qui nous rend d'énormes services également au niveau de la fertilité. Par la suite, comme je l'ai dit, il y a différents services qui sont rendus par les sols. Je ne vais pas tous les présenter, ça paraît assez évident, mais il y a plein de fonctions économiques qui sont extrêmement importantes, dont la plus importante, comme je l'ai déjà dit, c'est notre alimentation, car si pas d'alimentation, ben, il y a plus rien. Euh, mais également, c'est des services socioculturels. Donc, au-delà d'être économique, c'est un patrimoine. Donc, un patrimoine culturel, c'est ce qui donne nos reliefs. C'est ce qui permet, par exemple, aux Alpes d'avoir ces magnifiques euh, altitudes et ces dégradés, ces paysages. Par exemple, aux Pays-Bas, bah, il y a moins de géologie, donc c'est très plat. Il y a moins de paysages, donc c'est également important. C'est ce qui permet d'avoir également la richesse des sols. On va voir qu'en Ardennes, on n'a pas les mêmes sols qu'en SB, et c'est pour cela qu'on n'a pas les mêmes pratiques. Et le sol, c'est une des limites planétaires qui est encore actuellement à l'étude et qui est dépassée. Au-delà de ça, il y a toutes les fonctions. Donc, on avait parlé, j'ai vu de la filtration des eaux. Bah, effectivement, c'est un des services hyper importants. Il y a différentes fonctions environnementales. Donc, le fait d'avoir une eau épurée, donc on pollue de plus en plus nos sols et donc nos eaux également. Mais les sols permettent d'avoir un effet tampon et de limiter les pollutions via leur filtration. Euh, Ça permet également forcément l'ancrage de la végétation et de permettre, comme je l'ai déjà dit, un cycle des nutriments permanent. Et donc, ça permet une sorte, dans la nature, il n'y a jamais vraiment de déchets. Les déchets, c'est un terme qui est humain. Dans la nature, il faut bien comprendre que tout se recycle de manière permanente et les déchets, comme on a vu actuellement, on parle de polluants éternels, de déchets qui vont durer des années. Ben, à la base de la nature, c'est quelque chose qui est très rare vu que tout est pris dans des cycles de dégradation et euh, de ça, cela depuis des centaines de milliers d'années. C'est également un piège de carbone. On en parle de plus en plus car
forcément, on avait vu avant dans les slides d'avant qu'il y avait le changement climatique, ben, les sols sont également quelque chose qui permet de stocker du carbone dans les sols. Et donc, souvent, au cours des dernières années, on a eu tendance à faire sortir le carbone des sols. Donc, ça veut dire que toutes les matières organiques qui étaient carbonées, on les a exploitées pour l'agriculture. Et justement, on essaye maintenant de remettre du carbone dans les sols et donc de renourrir nos sols pour stocker du carbone, mais au-delà de ça, surtout pour refaire des sols fertiles, car plus un sol, on va voir, est carboné, plus il sera fertile. On abordera des sujets pour ceux qui ont des potagers, je suppose qu'ils sont intéressés par la thématique du sol, en partie pour cela. Justement, on verra à la fin un peu comment stocker du carbone et rendre nos sols fertiles. Et au-delà de ça, c'est un monde et un écosystème pour des milliers et des millions d'organismes méconnus que Julie va vous présenter en partie après. Alors, en Wallonie, il y a également malheureusement des menaces, comme on l'a vu. C'est un patrimoine, mais comme toutes les ressources environnementales actuelles, des pressions sont exercées par l'homme dessus. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il y avait tout ce qui est diminution de matière organique et donc de la perte de fertilité des sols qui nous oblige à remettre des engrais et des engrais et un mode de fonctionnement qui appauvrit des engrais qui vont appauvrir encore plus le sol et donc on est pris dans une boucle infernale et donc ça demande des changements de pratiques agricoles. Il y a tout ce qui est pollution des eaux, on l'a déjà abordé, et le service de filtration. Donc on pollue nos sols. Il y a des sols près des villes qui sont remplis de polluants. Et donc ça également, on va l'aborder aujourd'hui. Donc ben, des fois, quand on a un sol pollué, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour quand même cultiver des légumes? Et si oui, quels légumes? Il y a tous les problèmes de salinisation, mais ça c'est plus proche des zones côtières. La perméabilisation, qui est un gros sujet qu'on va voir après, à la slide d'après, et tout ce qui est perte de biodiversité. Et donc, il y avait une estimation qui disait que on perdait, il y a 24 milliards de tonnes par an qui sont emportées, de sol emporté par an dans le monde. Et ça, c'est le plus facile pour voir ça, bah, c'est d'aller en SB. Souvent, c'est là où il y a les zones de grande culture. À cette période de l'année, quand il y a des grandes pluies, on voit bien dans les ravins, plutôt que d'avoir une eau claire, on a une eau brune. Chargée en nutriments. Et c'est pour cela que des fois en SB, bah, des sols ont perdu plusieurs centimètres d'épaisseur, bah, dizaines de centimètres, et donc, c'est un grand enjeu. On va pouvoir voir la prochaine slide, donc, qui a également tous les phénomènes d'artificialisation des sols. Donc, c'est-à-dire que le fait de construire sur le sol, donc les sols nous rendent un service qui est le sol, c'était la base de toutes nos infrastructures. Et en Wallonie, on est dans un pays, et la Belgique, de manière générale, on est dans un pays densément peuplé. Et donc, il y a un réel enjeu actuellement à limiter l'artificialisation des sols afin de garder des sols vivants. Donc, c'est de moins construire, de moins faire ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc, actuellement, il y a 4,3 hectares par jour qui sont artificialisés en région wallonne. C'est assez énorme et on voit bien que dans la courbe qui a toujours une progression, c'est plutôt un petit peu exponentiel malgré les promesses. Donc il faut faire attention à ce point-là. Et donc il faut garder nos sols tant qu'ils sont là. Et forcément, quand on artificialise, ben, on perd tous les services écosystémiques que nous rendent les sols. Et c'est pour ça que chez Adalia, typiquement dans les zones urbanisées telles que les villes, on conseille les communes, ben, vos communes et les services publics, mais également les citoyens, à savoir comment est-ce qu'on peut réinfiltrer les eaux de pluie, comment est-ce qu'on peut remettre les sols, refaire sortir le sol du béton et recréer des espaces verts. Donc on fait aussi le chemin inverse. Euh, et donc, pour un petit graphique pour vous montrer qu'effectivement, au niveau de l'Union européenne, ben, on est sur le podium de l'artificialisation. On est dans les pays les plus densément peuplés. Et donc, il y a Malte qui est un peu hors compétition, vu que pour ceux qui on voit à peu près ce que c'est Malte, c'est une petite île avec remplie d'habitants. Donc, il y a pas grand... eux, ils sont vraiment surpeuplés. Mais donc, il y a un réel enjeu au niveau de la Belgique et de la Wallonie. Bah voilà, maintenant que j'ai fait cette petite introduction qui met en avant l'importance des sols, mais également les enjeux, Julie va pouvoir rentrer plus en profondeur dans les sols et vous montrer comment ces derniers ont émergé sur notre planète. Rien que ça. À toi, Merci Julie. Louis. À toi, Merci. Julie. Alors, donc petite introduction, hein.
pour la création de nos sols, ben, comment est-ce que les sols se sont créés? Donc, la Terre, enfin, faut remonter à quelques années quand même, quelques milliards d'années. Voilà, on estime que la Terre est vieille d'environ 4 milliards et demi d'années et que initialement c'était un nuage de poussière et de gaz, dont d'ailleurs les éléments sont aujourd'hui présents dans nos sols. Et donc par un processus vraiment complexe que je ne vais pas détailler ici, ces éléments ils vont se solidifier au niveau de la croûte terrestre, donc de l'extrémité. Et je vais essayer de pointer, voilà, au niveau des extrémités et vont créer la croûte terrestre avec des mouvements de plaques, etc. On va avoir les montagnes qui vont émerger. Et puis des bombardements de météorites de glace, les volcans, l'évaporation liée aux volcans vont amener l'eau sur Terre. Et donc avec ces montagnes qui ont été créées, ces océans et ces mers qui apparaissent, vont apparaître aussi les processus de sédimentation et donc d'érosion et de sédimentation qui vont créer nos sols. Donc, il faut savoir qu'il y a trois principaux types de roches sur Terre. Il y a les roches sédimentaires dont je vais parler parce que c'est celles qui concernent principalement la Wallonie. Il y a aussi les roches magmatiques qui viennent du magma des volcans. Et puis alors, il y a les roches métamorphiques qui sont en fait issues de la transformation et le réassemblage des roches sédimentaires et magmatiques. Et donc, c'est un peu un mélange des deux, on va dire. Et donc, en fait, en Wallonie, nos sols sont issus surtout de roches sédimentaires. Comment est-ce que ça se passe? Donc, on voit sur le petit schéma ici, on va avoir l'arasement, donc l'érosion des montagnes. Les sédiments vont être emportés par l'eau et se retrouver dans le fond des océans. Et donc être charriés par les cours d'eau jusqu'aux océans. Et puis, ces particules vont se superposer pendant des très, très longues périodes. Elles vont s'entasser les unes aux autres et être transformées, mélangées avec des êtres vivants marins sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et puis la pression, l'élévation des températures, etc., vont vraiment consolider ces particules, les indurer pour former les roches. Et puis les océans vont se retirer et laisser ces roches apparentes. Et donc, en Wallonie, on a trois types de roches différentes, principalement. On va avoir les calcaires, les grès et les schistes. Et donc, les calcaires, ce sont surtout, on voit ici, des squelettes. Donc, c'est des roches qui sont formées par l'accumulation de coquillages et de squelettes d'algues et d'animaux marins dans le fond des mers. Donc, c'est souvent là qu'on voit les coquillages, etc., dans les roches. Ce sont des roches qui sont souvent assez friables et qui vont réagir au vinaigre en dégageant des petites bulles. Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les pierres calcaires. Ce sont des roches friables et assez perméables et qui se corrosent et qui dégagent du gaz quand on met un petit peu de vinaigre dessus. Les grès, c'est une roche sédimentaire qui est de couleur brune souvent et qui est caractérisée par un aspect un peu papier verré. Il est souvent un peu brillant, le grès, et il est constitué en fait de nombreux grains de sable qui vont s'agglomérer et cimenter. Donc, ce sont souvent des roches qui ont une structure un peu enfin, qui peuvent s'effriter du coup assez facilement. Et donc, pour les reconnaître, il faut frotter ces pierres sur du verre. Et donc, le grès est la seule roche qui va rayer réellement le verre. Et puis, on a les schistes. Les schistes, ce sont des argiles durcies, souvent de couleur noire, gris foncé, qui vont se présenter en plusieurs plaquettes superposées et qui sont aussi friables, assez fragiles. Donc, voilà. Et alors, pour les reconnaître, ils ne réagissent ni au vinaigre et ils ne rayent pas le verre. Donc, c'est souvent comme ça qu'on les identifie. Mais il n'y a pas enfin, il y a rarement des roches pures. Souvent, c'est des combinaisons entre plusieurs roches. Et donc, une fois que les océans vont se retirer, ils vont laisser ces roches mères apparentes. Et comment les sols vont se former? Eh ben, on va avoir, sous l'influence de plusieurs facteurs, on va avoir notre roche-mère qui va, donc plusieurs facteurs, c'est notamment les températures, les précipitations, le soleil, le vent, vont fragmenter et vont éroder cette roche-mère.
Et puis, des crevasses vont apparaître où l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et avec le gel, vont fragmenter en plus petits morceaux encore cette roche et faire éclater ces gros blocs. Et puis, la roche va se fragmenter et sur ce substrat vont pouvoir se développer les premiers végétaux pionniers qui, en mourant, vont apporter la litière à la surface du sol et de ça, avoir les premiers micro-organismes qui vont pouvoir apparaître et s'installer en décomposant la matière organique et en créant l'humus. Et donc, c'est une évolution extrêmement lente de la roche-mère à la création d'un sol qui va créer ce qu'on appelle les différents horizons. Donc voilà, je ne veux pas trop m'attarder sur cette slide, mais il faut savoir qu'un sol est divisé en différents horizons et plus on va descendre, plus on va retrouver évidemment des éléments minéraux issus de la roche-mère et plus on va monter, plus on va retrouver des petits fragments issus de la décomposition de la matière organique en surface. Et donc, souvent, il se peut parfois dans certaines zones que la roche-mère soit apparente, hein. On peut notamment dans le Condroz, ici où j'habite, on a des zones avec de la roche-mère apparente où on n'a pas de couche de sol au-dessus. Et donc, petite question à vous poser, est-ce que vous connaissez la profondeur moyenne d'un sol en Europe? Donc, un sol, on l'a vu, c'est tout ce qui se trouve au-dessus de la roche-mère. Vous pouvez répondre dans le chat si vous avez une idée. Soyez pas timide. C'est vrai, il faut bien dire quelque chose. 10 mètres. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il va falloir creuser, hein. 30 centimètres, 5 mètres, 50 mètres. Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. De quoi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, il y a pas de mauvaise réponse. Alors, il faut savoir donc qu'en Europe, aujourd'hui, le sol moyen atteint une profondeur d'1,50 m, alors qu'elle peut atteindre 20 à 30 mètres dans les forêts tropicales qui, du coup, ont beaucoup plus de matière organique. Et donc, parfois, comme je l'expliquais, le sol peut être nul avec les roches-mères apparentes. Donc, c'est 1,50 m la moyenne du... Oui, exactement, dans les tropiques. Dommage. Alors, ensuite, donc, pour conclure cette partie, on définira le sol comme comme la surface, la partie supérieure de notre Terre, qui est différenciée en couches qu'on appelle horizon et qui résulte de la transformation de la roche-mère sous l'influence évidemment de divers facteurs dont notamment le climat, le relief, le temps, les êtres vivants, l'activité organique, etc. Des micro-organismes peut influencer aussi ce sol. Et il faut bien garder à l'esprit que chaque sol est unique. Alors, second petit chapitre que je vais aborder avec vous, c'est la composition et la constitution du sol qui me semble indispensable pour le comprendre. Et comme ça fait partie de cette visioconférence, ça tombe bien. Donc, il y a 5 principaux éléments qu'on va retrouver dans le sol. Il y a la matière organique, la matière minérale, qu'on voit, c'est les grosses taches brunes. On va avoir l'air en blanc, les pores. On va avoir l'eau en bleu. Et puis, tous les organismes vivants qui vivent sous notre terre. La première partie, c'est la matière minérale. Donc ça tombe bien, on vient d'en parler. La matière minérale, elle est issue donc de l'altération de la roche-mère. Elle va être, donc c'est les calcaires, les grès, les schistes dont on a parlé entre autres. Elle va être constituée de particules de tailles différentes en fonction de la décomposition. Et donc, on voit ici sur l'échelle granulométrique, les plus grosses particules, c'est ce qu'on appelle les graviers, les cailloux, les pierres et les blocs. Et puis,
En dessous, on va retrouver les sables, qui sont des particules assez grosses, mais évidemment moins grosses que les graviers. Et puis, on va retrouver les limons. Et les plus petites particules, ce sont les argiles. Et pour se développer, ben, les plantes, elles ont besoin de ces minéraux qui sont en fait des ressources nutritives aussi bien pour les végétaux que pour les organismes du sol. Et cette matière minérale, elle va influencer aussi l'aération et l'infiltration de l'eau. Donc, on se doute bien que dans des sols avec des gros graviers, des gros cailloux, il va y avoir beaucoup plus d'air, comme on voit sur le petit schéma ici. Et donc, ça va permettre à l'eau de s'infiltrer beaucoup plus facilement. Alors que les argiles, qui sont des plus petites particules, qui sont les plus petites, ben, l'eau et l'air vont être beaucoup moins présents. Et donc, voilà, cette matière minérale, elle influence ces deux facteurs, l'aération du sol et l'infiltration. Et donc, cette matière minérale, elle va donner la texture du sol en fonction de la granulométrie. J'ai remis le schéma. Donc, en partant du plus petit, des plus petites particules, les sols argileux, donc c'est ceux qui sont constitués des fines particules, ce sont souvent des sols lourds, qui sont imperméables, qui laissent très peu passer l'eau, qui ne sont pas aérés et qui vont être très difficiles à travailler, mais ce sont des sols qui vont être très riches et fertiles parce que en ne permettant pas à l'eau de s'infiltrer facilement, ils vont retenir la matière organique en surface et donc ce sont souvent des sols assez riches en nutriments, mais qui vont se réchauffer extrêmement lentement au printemps. On a ensuite les sols limoneux, qui sont des sols faciles à travailler et fertiles, qui sont relativement bien équilibrés et qui vont offrir de bonnes conditions de croissance pour les plantes. Et c'est souvent le sol un peu parfait pour tout ce qui est culture de légumes, de fruits, en retenant assez bien l'eau. Et puis alors, on va avoir les sols sableux, qui sont les plus grosses particules. Ce sont souvent des sols qui sont faciles à travailler et à aérer, mais qui vont se réchauffer extrêmement rapidement. Par contre, ils vont être pauvres en éléments nutritifs, à l'inverse des argiles, parce que comme ils laissent beaucoup passer l'air et l'eau, eh ben les nutriments vont avoir tendance à être lessivés avec l'infiltration de l'eau. Et donc, ce sont des sols qui vont s'assécher assez vite et qui sont peu fertiles et relativement acides. Et donc, un sol peut bien évidemment être constitué de plusieurs textures. C'est rare les sols purs. Donc, on va avoir des sols argilo-sableux, limono-argileux, sablo-limoneux. Donc, voilà, il va y avoir souvent des mélanges entre ces textures qui vont donner votre sol. Pour vous aider à identifier un peu dans quel type de sol vous vous trouvez, il y a l'outil Wallon Map qui est une cartographie mise en ligne par la région Wallonne, qui est un outil vraiment extrêmement intéressant si vous ne connaissez pas. Il y a toute une série de cartes disponibles à l'échelle de la Wallonie, dont la carte sur les principaux types de sols et qui peut vous donner déjà une idée dans votre région sur quel type de sol vous retrouvez. On voit par exemple sur cette photo qu'on a les sols limoneux qui se retrouvent surtout dans le Brabant wallon et dans le Hainaut. On a des zones de sol sableux à Tournai et du côté d'Arlon, qu'on voit les jaunes pâles, les sols tourbeux dans les Fagnes, donc c'est la tache bordeaux-mauve ici, des sols limono-caillouteux, surtout dans le Luxembourg. Donc voilà, ça donne déjà une chouette idée. Comment utiliser Wallon Map? Donc il faut aller sur le portail. Donc voilà comment se présente le portail une fois que vous tapez Wallon Map sur Google. Vous avez ici dans le petit onglet localiser, la barre blanche, vous allez pouvoir taper votre adresse et localiser. Donc vous allez avoir un zoom au niveau de la rue et de votre maison que vous avez tapé. Puis vous allez cliquer sur Ajouter des données. Et là, vous allez avoir toutes les cartes, enfin le- je ne trouve plus mes mots, bref, le listing des cartes qui va s'ouvrir. Et vous allez aller dans Nature et environnement et dans l'onglet Sol et sous-sol. Et là, vous avez la carte des principaux types de sols que vous allez cocher, vous allez sélectionner. Et donc, vous allez avoir les couleurs qui vont apparaître sur la carte. Et puis, il vous suffit de cliquer sur Info ici et de pointer le curseur sur votre terrain. Et alors, sur la droite, il y a la petite pastille qui va s'ouvrir. Et on voit ici, par exemple, dans le petit encart, que sur la parcelle qui est pointée ici par le petit carré vert, on est sur des sols limoneux à drainage naturel
modéré ou imparfait. Donc, ça vous donne déjà une petite idée. Et alors, il y a d'autres cartes comme la carte géologique des sols de Wallonie. Voilà, vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller regarder par curiosité où se situe votre terrain. Alors, deuxième constituant du sol, c'est la matière organique. Donc, la mort des êtres vivants, aussi bien les animaux que les végétaux, leurs déchets, leurs sécrétions vont apporter au sol de la matière organique qu'on va qualifier de fraîche. Et cette matière organique qu'on voit ici sur le petit schéma du cycle de la matière organique qui est assez bien fait, cette matière organique va être décomposée et fragmentée par les organismes du sol, donc des vers, des insectes, des acariens, et va être transformée en humus, qui est en fait la couche noire qu'on va retrouver en surface de notre sol. Et donc, en fonction Il faut savoir que oui, un jardin a environ 5% de matière organique dans son sol. Pour les prairies, on est plutôt autour de 8%. Et par exemple, les tourbières, bah là, on peut retrouver jusqu'à 100% de matière organique. Et donc, plus un sol va être foncé, plus il va être riche en humus. Cet humus, une fois fragmenté, enfin cette matière organique, une fois fragmentée par les organismes et transformée en humus, va être à son tour minéralisée par les plus petits organismes encore, donc les bactéries, les champignons, en éléments nutritifs comme le phosphore, l'azote, le magnésium, et va pouvoir être assimilé une fois minéralisé par la plante et remonter dans le système végétal en se retrouvant dans l'eau. Donc, il faut qu'il soit à l'état soluble pour pouvoir remonter dans la plante. Et donc, cette matière organique, elle est aussi importante pour tout ce qui est infiltration et aération du sol et permet de diminuer l'érosion. Et donc, c'est bien évidemment une source d'éléments nutritifs pour aussi bien la végétation que les micro-organismes. Ensuite, on va retrouver les vides, donc les pores qu'on appelle ça. Il y a des macropores, il y a des micropores. Et donc, la teneur en air va varier en fonction de la texture, comme on l'a vu. Les sols argileux à fines particules vont avoir beaucoup moins d'air que des sols sableux avec des plus grosses particules. Et donc, cet air, il permet évidemment aux êtres vivants de respirer. Donc, c'est important d'avoir un sol bien aéré. C'est aussi un isolant, hein. L'air est un bon isolant et donc l'air présent dans les pores va permettre au sol d'être moins sujet aux variations de température. Donc voilà, c'est un isolant. Et dans ces airs, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des gaz, dont deux gaz importants dont je voulais vous parler. Il y a d'abord le dioxyde de carbone, donc on voit ici sur la petite image. Les plantes, en respirant et en réalisant la photosynthèse, vont pouvoir absorber le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air et le transformer en glucose qui est nécessaire à la fabrication des tissus végétaux et donc à la fabrication de ces feuilles. Et donc, ces feuilles vont ensuite être consommées par les herbivores, par une série d'animaux qui vont pouvoir ainsi euh, assimiler le carbone et enfin, qui est aussi indispensable à la croissance des animaux. Et donc, nous, on n'est pas capable donc, d'assimiler le dioxyde de carbone présent dans l'air. Par contre, on en rejette en respirant. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec le cycle du carbone. Une fois que les animaux décèdent, que les végétaux meurent, le carbone peut se retrouver aussi dans le sol et être décomposé, minéralisé par les organismes et ensuite rejeté dans l'air. Et donc, le problème, c'est quand on exporte les végétaux, on ne restitue pas le carbone au niveau du sol et on casse un peu ce cycle de carbone. Donc, c'est important parfois de pas toujours évacuer nos déchets verts dans les déchetteries et de pouvoir les composter et les laisser aussi sur place. Deuxième gaz qu'on va trouver, c'est l'azote, le cycle de l'azote qui est aussi hyper important. L'azote atmosphérique va pouvoir être capté par certaines plantes, dont les légumineuses, comme les trèfles, etc., qui sont des super alliés au jardin, et être restitué au niveau du sol. Il y a aussi tout ce qui est matière organique qui va amener de l'azote organique en se décomposant dans le sol. Et puis, cet azote va être minéralisé à nouveau par les petits organismes et restitué à la plante.
Et donc, voilà, à nouveau, l'azote est indispensable à la croissance des plantes et va être transformé en protéines en étant mangé par les animaux, donc indispensable aussi aux animaux et à toute forme de vie sur Terre d'ailleurs. Attention toutefois, les engrais organiques et les engrais minéraux apportent aussi évidemment de l'azote qui peut perturber l'équilibre naturel des sols et les excès, malheureusement, quand il y en a trop et qui ne peut pas être réassimilé par les plantes, va être lessivé et se retrouver dans nos nappes phréatiques et participer à l'eutrophisation de nos cours d'eau. Donc attention à bien doser les engrais, c'est hyper important pour notre sol et enfin, et la vie sur Terre de manière générale. Et puis alors, ben, dans ces ports, évidemment, quand il va pleuvoir, on va retrouver l'eau ou qui peut être aussi piégée. Et donc, lors de pluie, de rosée du soir, etc., les vides, ils vont se remplir d'eau. Et pour absorber tous les éléments minéraux indispensables à sa survie via son système racinaire, la plante, elle va devoir retrouver ces minéraux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sous format soluble, pardon. Et donc l'eau va permettre de transporter les substances entre le sol et les racines de la plante. Euh, En fait, en fonction de la taille, hein, donc les pores grossiers, les macropores, vont permettre à l'eau de s'infiltrer en percolant par gravité et recharger les nappes, alors que les plus petits pores, ben, ils vont avoir tendance à capturer l'eau qui va être de l'eau de rétention et qui va pouvoir remonter dans le système racinaire par capillarité et abreuver les plantes et leur apporter les minéraux nécessaires. Donc, voilà, à nouveau, hyper important d'avoir un sol bien aéré et qui retient relativement bien l'eau, sans trop non plus. Parce que, par exemple, les rizières, qui sont des milieux engorgés d'eau, vont créer des conditions anaérobies où des êtres vivants anaérobiques vont se développer et ces êtres vivants, ils produisent énormément de méthane. Donc, voilà, ça fait partie aussi des gaz responsables du réchauffement climatique. Donc, les rizières, typiquement, sont des sources de gaz à effet de serre, donc pas trop d'eau. C'est pas bon non plus. Et puis, alors, dernier point à aborder ensemble au niveau de la composition du sol, c'est évidemment la vie du sol. La vie du sol qui est assez méconnue, pas assez étudiée et pourtant qui représente jusqu'à 60% des organismes terrestres. Donc en fait, les animaux, ils sont des acteurs essentiels pour tous les sols. Ils ont chacun un rôle. Ils peuvent intervenir dans le transfert de matière organique, d'énergie, et ils ont tous des rôles différents à jouer. Ils peuvent décomposer les feuilles, les racines. Ils peuvent prédater aussi certains autres animaux dans le sol. Ils peuvent être détritivores, ingénieurs de sol en créant des galeries. Bref, ils ont tous un rôle indispensable à jouer. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, ben, le rôle principal des organismes du sol, vous l'aurez compris, c'est la décomposition et la fragmentation de la matière organique. C'est vraiment le rôle principal. Ils vont agir discrètement au sol, mais ils sont vraiment indispensables parce qu'ils vont transformer la matière végétale et animale morte en humus et en sels minéraux et offrir aux plantes un milieu de croissance idéal. Ils vont couper, broyer, ingérer et puis enfouir en fait toutes ces particules dans la couche du sol. Et donc on estime par exemple qu'un morceau de feuille peut passer dans les intestins de plus de 20 espèces différentes. Donc c'est assez énorme. Ils vont faire un travail à la chaîne, chacun en fragmentant à chaque fois en particules plus petites et en enfouissant cette matière organique dans le sol. Et donc, voilà, ils vont aussi, en décomposant, libérer des éléments nécessaires à la nutrition des plantes. Ils vont assurer aussi la liaison entre la matière minérale et la matière organique. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ils permettent vraiment de créer des agrégats stables en liant ouais, tout ce qui est matière organique et fragments et particules minérales et donner une stabilité au sol aussi.
Ils vont également augmenter la porosité. Bah oui, évidemment, les vers de terre, les fourmis, etc., en réalisant des galeries, vont créer des pores et permettre évidemment à l'eau de s'infiltrer, aux plantes aussi de s'enraciner plus facilement. Si ma petite pâquerette qui pousse va trouver avec son système racinaire une galerie de vers de terre, par exemple, elle va pouvoir s'enraciner beaucoup plus facilement parce qu'elle n'aura plus d'obstacles à sa croissance. Et alors, ils participent aussi, entre autres, à la décomposition de certains polluants. Donc, on estime en quelques chiffres que les bénéfices économiques mondiaux dus à la biodiversité des sols représentent voilà, quelques milliers de milliards d'euros. Et alors aussi, un autre chiffre, on estime que 70% des antibiotiques présents sur le marché sont issus des bactéries du sol. Donc, encore un grand intérêt de tous ces organismes qu'on retrouve dans notre sol. Alors, je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais voilà, au niveau de la mégafaune, donc c'est la faune supérieure à 10 millimètres qu'on dit souvent. On va retrouver, par exemple, la taupe qui va aérer, drainer le sol, le fertiliser aussi. Il faut savoir que la taupe ne fait pas de dégâts sur les végétaux. C'est un animal insectivore qui va justement prédater certains ravageurs dont les larves se retrouvent au niveau du sol. Et il n'y a pas de pullulation possible au niveau des taupes. Et puis, c'est super intéressant aussi de récupérer la terre des taupinières pour les plantations parce que c'est souvent de la terre hyper riche et hyper intéressante, en tout cas pour la croissance des plantes. À l'inverse, on peut retrouver aussi les campagnols qui, eux, par contre, ont une capacité de prolifération assez impressionnante et qui vont se nourrir de plantes fourragères, de céréales et donc vont créer beaucoup plus de dégâts aux cultures, mais malgré cela, avec son système de galerie, il aère le sol et il permet aussi l'infiltration de l'eau. Donc, ils ont quand même un intérêt, en tout cas au niveau du brassage du sol et de l'infiltration. Et puis, on va retrouver bah, les limaces aussi, qui peuvent vivre en partie enterrées et qui vont se nourrir de végétaux mais aussi vont décomposer la matière organique. Donc, c'est quand même un mine de des alliés, même si sur nos jeunes semis, on n'est jamais ravi de les avoir. Ils peuvent décomposer de la matière organique et participer à la fragmentation pour la transformer en humus. Les vers de terre, évidemment, hein, des acteurs incontournables de la fertilité des sols. Donc, pour éviter de les décimer, quand vous travaillez dans votre jardin, ben, typiquement, évitez tout ce qui est outils à lame, des coups de bêche intempestifs et préférez plutôt les outils à dents comme les grelinettes, etc., qui sont moins agressifs pour eux et qui leur permettent voilà, d'éviter d'être tranchés. Et attention, les vers de terre n'aiment pas le cuivre. Donc attention, si vous utilisez de la bouillie bordelaise, etc., pour lutter contre le mildiou, ça peut être toxique pour la vie de nos vers de terre. Et puis là, on voit la courtilière, ce petit insecte qui vit dans le sol et qui se nourrit de larves, de vers, de racines d'herbes, etc. Donc il fait partie de la mégafaune du sol. Au niveau de la macrofaune, donc c'est souvent les organismes entre 1 millimètre, 1 et 10 millimètres. On va avoir notamment beaucoup de larves d'insectes. Donc, il y a beaucoup d'insectes qui vivent, qui volent à l'état adulte ou qui vivent en surface du sol en tout cas, vont passer leur stade larvaire dans le sol, notamment bah, certains coléoptères, les mouches, les sauterelles, etc. Donc ces organismes, ces larves vont aussi fragmenter les déchets organiques végétaux. Ils peuvent aussi se nourrir de cadavres et d'excréments ou prédater certains invertébrés qu'on va retrouver au niveau du sol. Notamment la larve de cétoine dorée, qui est un super allié au compost, à ne pas confondre avec la larve du hanneton, qui est souvent similaire. Donc voilà, c'est un chouette allié au jardin. Ici, la larve de taupin, ça c'est un coléoptère qui fait clac, un petit coléoptère noir qu'on appelle souvent clac-clac parce il fait un bruit audible quand il est sur le dos et qu'il doit se redresser. Donc la larve, elle vit 4 ans sous terre. Par contre, elle va plutôt se nourrir de tubercules et elle peut faire des dégâts au niveau des légumes racines.
On a aussi tout ce qui est mille-pattes. Les cloportes, ils vont décomposer aussi la matière organique. Les cloportes, ce sont les seuls crustacés terrestres. Donc, ils fuient la lumière parce qu'ils ont une peau qui se dessèche assez facilement. Donc, on les retrouve souvent sous les pierres, cachés, un peu tapis dans la terre. Et donc, pareil, donc de super alliés en termes de décomposition de matière organique et de bois mort. Les fourmis, hein, qui changent de régime alimentaire, elles peuvent être se nourrir de feuilles, de graines ou même être carnivores, se nourrir d'insectes morts. Et elle crée de super galeries aussi et réalise des mouvements de matière comme le ver de terre au niveau du sol. Euh, Ensuite, au niveau encore des plus petits organismes, on va avoir tout ce qui est acariens, nématodes, colamboles. Et en fait, eux, ils vont se nourrir des déjections des autres animaux. Donc, ils vont continuer à fragmenter cette matière organique au quasi dernier stade. Et, euh, et puis alors, les micro-organismes. Là, on va retrouver tout ce qui est bactéries, champignons, algues, les parties souterraines des plantes. Et qui vont aussi participer à la fraction de la matière organique. Et donc, ça complète vraiment l'action de la faune. Et le rôle principal de ces micro-organismes, c'est de réaliser la minéralisation de la matière organique, comme je vous ai parlé. Donc, c'est rendre les minéraux assimilables pour les plantes. Et donc, voilà, on estime que, ici, c'est assez parlant, cette petite illustration. C'est dans 1 gramme de sol, on va trouver, bah voilà, je vous laisse regarder le schéma, mais des milliers à milliards de bactéries, des millions de champignons, des centaines de milliers de protozoaires. Enfin voilà, c'est vraiment énorme, ce qu'on peut retrouver dans une petite cuillère à café de terre. Et donc, je vais passer la parole à Louis. Je vais peut-être couper mon partage comme ça, tu sais prendre le lead pour attaquer la dernière partie. Parfait. Merci Julie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Monsieur Brudedaco qui levait la main depuis tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser, nous préférons que vous les posiez dans l'onglet conversation et nous activerons Si vous souhaitez parler, on peut activer les micros à la fin de la visioconférence justement afin d'interagir euh, si vous le souhaitez. Donc là, hop, je vais remettre le PowerPoint. Désolé pour la petite coupure momentanée. Et je vais revenir ou à nos oignons. Hop, est-ce que, Julie, est-ce que tout est en place? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, nous avons terminé avec la plupart des êtres vivants du sol et il y avait un des êtres vivants, une partie des êtres vivants qui a été longuement mise en lumière ces derniers temps lors d'études ou de papiers scientifiques, ce sont les mycorhizes. Alors, les mycorhizes, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la partie vivante des champignons. Donc les champignons, on les connaît souvent sous leur forme sexuée, donc ce qui sont donc la partie émergée, souvent la partie qu'on va manger. Au final, c'est l'organe reproducteur des champignons. Mais la plupart des champignons, ils sont sous le sol, sous forme de petits filaments qui sont souvent qui sont donc qui peuvent pour certains être des mycorhizes. Et ces mycorhizes, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait une symbiose entre les plantes et les champignons. Et qu'est-ce qui va se passer lors de cette symbiose? C'est que les racines des arbres, afin de capter plus de nutriments, vont s'associer avec les mycorhizes qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus fines afin de capter plus de nutriments. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que les champignons ont à gagner à apporter des sels minéraux et de l'eau aux plantes? Bah justement, eux, les champignons, ce qu'ils cherchent, c'est des sucres. Et la plante, en échange donc de ce service rendu qui est l'apport de sels minéraux et une meilleure captation de l'eau, elle va lui rendre des sucres via la photosynthèse. Donc on peut voir le flux descendant de la feuille jusqu'aux champignons. Elle va permettre de nourrir les champignons. Et donc, ça va être une symbiose parfaite. Donc, ce sont deux êtres vivants qui sont totalement ben,
presque, en tout cas, les champignons sont totalement dépendants des plantes. Les plantes peuvent s'en passer, mais s'il n'y a pas de mycorhizes, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Voici une autre illustration de mycorhizes. Donc, ça va vraiment être de petites mycorhizes. Il faut savoir que chaque plante, pratiquement, a des mycorhizes adaptées à elle. Donc, des plantes peuvent avoir plusieurs mycorhizes, mais donc il y a des milliers en fait, je ne connais même pas le nom, mais il y a des milliers, des centaines dans ma vie, plusieurs milliers de types de mycorhizes différents. Et donc, il y a vraiment une diversité énorme. Et donc, si vous pouvez vous balader, c'est pour cela que, par exemple, les bolets et les cèpes, qui sont des champignons qu'on peut récolter dans les bois, on ne les retrouve justement que dans les bois, parce que pour les trouver, il faut qu'il y ait un arbre à proximité qui soit mycorhizé avec ce dernier. Et ça, c'est un système hyper intéressant dans la nature, car au-delà de nourrir, de permettre aux plantes de mieux se développer, elles permettent également de faire des interactions entre les plantes. Donc les champignons, des fois, ne sont pas liés à un seul arbre, à un seul végétaux, ils sont peut-être reliés des fois à un même individu est lié à plusieurs plantes, et il va y avoir une sorte d'autoroute des nutriments, et certains champignons vont pouvoir même redistribuer des sucres à des plantes mourantes. Voilà, ça permet de faire plein d'interactions et c'est encore en étude, mais c'est un point important à comprendre. Pour l'anecdote, lorsque les Européens ont voulu introduire le pin, donc l'arbre, le sapin, le pin en Afrique, ils n'arrivaient jamais à pousser. Souvent, ils arrivaient avec une graine, ils la semaient et ça ne marchait jamais. Et un jour, un Européen a pris un pin avec un jeune pin, avec un peu du sol européen et l'a planté en Afrique. Et depuis ce jour-là, le pain est devenu invasif quasiment en Afrique. Il poussait beaucoup mieux qu'en Europe. Et c'est pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a pris la jeune pousse avec le sol, on a également pris les mycorhizes. Et c'est ces mycorhizes-là qui permettent à l'arbre de bien se développer. Et donc, c'est euh, une part cruciale pour les plantes. Un peu théorique. Donc, dans le jardin, on va pas toujours voir l'utilité, mais c'est important de bien. C'est une curiosité et c'est intéressant. On peut voir également de plus en plus de terreaux qui sont dits pré-mycorhizés. Alors ça ne marche pas vraiment. Ben, voilà, c'est plus du commercial. Les mycorhizes, il y en a toujours, il y en a plein partout dans nos sols. Et vouloir mycorhizer une plante spécifiquement, importer, on va dire ex nihilo une mycorhize, c'est très impossible et souvent il y a déjà une belle diversité dans vos sols et il n'y a pas besoin de tout ça. Ben voilà, ça permet de clôturer un peu cette partie sur la faune vivante des sols. Et donc, ça permet de nous dire que le sol, au-delà, c'est un milieu de vie extrêmement riche qui abrite une diversité d'êtres vivants énorme. C'est des êtres vivants qu'on ne connaît pas très bien, mais qui sont cruciaux pour notre avenir. Et donc, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à eux et à les découvrir lors de vos futures recherches. Alors maintenant, on va rentrer dans l'autre partie de cette visioconférence qui est ben, concrètement, maintenant que vous avez toutes ces informations, que vous êtes super motivé sur le sol, ben, vous êtes super motivé et vous êtes intéressé par le sol, ben, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir amélioré son sol chez soi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors déjà, c'est quoi un sol idéal et est-ce qu'il y a vraiment un bon et un mauvais sol? Alors, on va voir qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais sol, mais agronomiquement, ça existe. Donc, pour faire pousser des plantes, un sol idéal, c'est un sol qui est qui est un sol aéré. Donc, on va avoir un mélange entre des matières minérales et organiques. Donc, 50% d'éléments solides et 50% de vide. Donc, c'est un sol qui est aéré, grumeleux. Ce n'est pas un sol sableux, c'est un sol qui sera, on va dire, un peu limoneux pour avoir le terme. On va voir qu'il y aura différents tests pour déterminer ce que c'est chez vous avec des tests simples. C'est un sol qui est légèrement acide, mais pas trop. 6,5 pour information, en sachant que 7, c'est la moyenne, c'est neutre. C'est forcément un sol qui est assez riche en minéraux, donc en différents minéraux. C'est un sol limoneux, comme je l'ai dit, donc un peu grumeleux. Et donc ça va être vraiment, il va être plus ou moins noir, un sol riche en carbone. Donc la couleur du sol va également être un bon indicateur. Plus un sol va être foncé et sombre, plus il sera riche en carbone et plus il sera souvent fertile. Alors,
malgré tout, chaque type de sol a son importance pour la biodiversité. Là, on a présenté ce que c'est un sol idéal en termes agronomiques. Il faut bien comprendre que la nature, on n'est pas forcément dans des cultures, on n'est pas dans des champs. Et la nature, elle, ce qu'elle aime, c'est la diversité. Et donc, plus il y a de sols différents, et plus il y aura d'espèces différentes. Et donc, c'est important de garder en tête que si dans votre jardin, vous voulez avoir le maximum d'espèces, bah, c'est bien d'avoir aussi des sols un peu pauvres, des sols très pauvres, des sols humides, des sols très riches. Mais on va voir que si vous avez que des sols très riches partout, bah, vous risquez d'avoir que la même espèce. Et donc typiquement, euh, en Wallonie et dans les pays européens et où il y a beaucoup d'agriculture, ben, on a une perte. On a une disparition progressive des sols pauvres. Pourquoi? Ben parce on fertilise un peu trop nos sols agricoles. Donc, tous les fertilisants qu'on met dans l'agriculture ben, s'érodent et se dispersent dans l'environnement et vont faire qu'au final, les sols pauvres, ce sont des sols rares et souvent très riches en biodiversité. Il faut savoir qu'il y a également des sols pollués et que des sols pollués peuvent également avoir leur importance. Alors, pour la nourriture, c'est pas top, parce faire le plat de cadmium avec ses légumes, c'est pas l'idéal. Mais pour certaines plantes dites métallophytes, des calaminaires, ça permet justement d'apporter des habitats uniques. Et donc, même les sols pollués peuvent malgré tout avoir un intérêt pour la biodiversité. Et donc ça, c'est un petit point pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de mauvais sols pour la biodiversité. Ce qui est important, c'est d'avoir des sols différents. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous voulez semer des bandes fleuries, qui est très à la mode actuellement, donc faire des prairies fleuries dans votre jardin, il faut savoir que des fois, les gens veulent fertiliser leur sol pour favoriser les fleurs. Ben justement, ça fait plus de mal que de bien parce que la plupart des fleurs, préfèrent des sols pauvres, car si un sol est trop riche, elles vont être en compétition avec l'herbe qui adore les nutriments. Et donc, au final, plutôt que d'avoir une prairie fleurie, vous allez avoir que beaucoup plus d'herbe. Et donc, c'est important de savoir que, pour mettre en exergue un peu ce principe, que des fois, les sols pauvres, c'est intéressant. Une fois ce petit message passé, il faut également faire attention à un point très important au potager et au jardin. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand on est au potager et qu'on voit des plantes qui ont des maladies, ben, qui ont des couleurs, des fleurs, ben, des feuilles qui se dessèchent, qui changent de couleur, on se dit, ah, il y a un ravageur, qu'est-ce que je peux faire? On se dit forcément qu'il y a une maladie ou autre, alors que dans la plupart des cas, cela peut être causé par justement un sol déséquilibré, donc soit une carence, d'ailleurs, il faudrait changer le titre maintenant que je le vois, soit ça peut être des carences, mais ça peut être également une surabondance d'un élément. Donc, il faut faire attention que si vous avez des plantes qui montrent certains signes de maladie, il ne faut pas forcément vouloir traiter. Il faut d'abord s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Et parmi les solutions au problème, ça peut être une fertilisation de votre sol, soit ou justement un excès d'un certain élément dans votre sol. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Il y a justement sur la slide un petit tableau synthétique. Euh, Merci Jumi de changer en direct la slide. Et donc, il faut faire attention à cela au jardin. Toutes les maladies ne sont pas forcément tous les changements de couleur des feuilles ne sont pas des maladies ou des ravageurs. Ça peut également être dû à un déséquilibre. Ça, c'est également un point important à retenir au potager, que je ne veux pas trop détailler ici, mais n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet conversation. Il y a également tout ce qui est test de sol. Alors maintenant que vous avez vu tout ce que Julie vous a raconté, bah, vous dites quel sol j'ai, mais il y a des Wallon Map qui peut vous aider, comme elle vous a montré, à identifier. Mais des fois, le plus simple pour connaître son sol, bah, c'est justement de prendre sa bêche plutôt, pas sa pêche, et d'aller faire un trou dans son jardin, donc un trou suffisamment profond. Ça dépend justement, ça permet des fois de connaître la profondeur de son sol. Des fois, voilà, peut-être que vous découvrez que vous avez un sol de 10 mètres, mais c'est peu probable, car on a vu que la moyenne c'était plutôt 1,50 m. Moi, où j'habite, des fois en Ardennes, on est content d'avoir 30 centimètres de sol. Si vous êtes dans SB, vous pouvez avoir 2 mètres, 3 mètres facilement et ne jamais ne jamais voir votre roche-mère. Mais du coup, une fois que vous avez fait votre trou,
pour savoir si vous avez un sol sableux ou un sol argileux ou un sol limoneux, il y a le test le plus basique, c'est le test du boudin. C'est celui que vous voyez sur l'image avec la photo de la main. Ça consiste en quoi? Bah, il faut juste prendre un peu de son sol en surface, on va dire à 10 centimètres de profondeur, 10-20, pas trop en surface non plus, car il risque d'avoir trop de racines. Et vous prenez le sol et vous le frottez dans votre main comme ceci. Et en fonction du résultat, vous pouvez avoir une idée plus ou moins précise de si votre sol est sableux, si votre sol est plutôt argileux. Donc, s'il est sableux, forcément, il va pas vraiment s'agréger. S'il est limoneux, il va faire plus ou moins une boule, mais pas bien construite. Et si ça fait un boudin, alors là, c'est que vous avez un sol assez argileux. Il y a également différents tests pour savoir le taux de matière organique. Donc, il y a tout ce qui est de la stabilité structurale des sols. Donc, ça consiste en quoi? Bah, c'est juste de prendre un morceau de sol, de le mettre dans de l'eau stagnante, et en fonction de la forme qu'il garde, vous pouvez savoir si votre sol est bien structuré. Et donc ça, c'est aussi un test de qualité. Donc on voit justement que ce sont sur la photo des sols, un sol conventionnel, donc qui est fort labouré, qui est peu vivant, qui a peu de matière organique, versus un sol le plus extrême, c'est le 4, avec un sol en couverture permanente, donc qui est très riche. Et on voit que lui, il garde très bien sa structure. Et donc justement, ça permet d'avoir un sol. Si on a un sol riche, on a un sol qui va pas s'éroder. Il y a les tests de pH. Ça, il faut juste prendre un petit pH mètre. C'est le plus simple, donc une petite bande de couleurs. Et vous pouvez. Il y en a différents qui sont accessibles dans le commerce. N'hésitez pas à en faire le test. Mais on verra également un outil à la fin de la présentation qui permet de connaître vos sols. Mais donc ça peut vous donner une idée, les tests de pH, pour savoir si vous avez un sol acide, donc qui va plutôt être favorable, à des myrtilles et à des plantes qui aiment bien l'acidité, ou si vous avez un sol trop alcalin qui là n'est pas favorable aux plantes du tout. Voilà, hormis exception. Et après, si vous voulez vraiment aller plus loin, si vous êtes peut-être vous voulez faire un potager ou si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez faire des tests de sol plus précis. Et là, vous aurez vraiment un résultat de laboratoire avec tous les constituants de votre sol euh, qui est, euh, qui sera beaucoup plus précis. Mais un moyen aussi facile de savoir à quoi les caractéristiques, de connaître les caractéristiques de votre sol, c'est de regarder qu'est-ce qui pousse spontanément dessus. Donc ça marche pour les sols qui ont été laissés en libre évolution. Donc typiquement un jardin qui est trop tondu, des fois c'est un peu compliqué de savoir en juger vraiment l'état. Mais par exemple, il y a différentes plantes qui, quand elles poussent, nous donnent des indications sur la qualité, sur le type de sol. Donc typiquement, tout ce qui est jonc, carex et mousse, ça va être un indicateur d'humidité du sol. Donc souvent, ça va être un sol compacté, un sol qui retient bien l'eau. S'il y a des orties, des liserons en abondance, c'est souvent lié à des excès d'azote. Si vous avez des tâches, souvent les orties, si vous avez une zone où vous déposez vos déchets verts, souvent on va voir qu'il y a plein d'orties. Car ces orties-là, elles adorent l'azote et elles vont justement permettre de pomper tout l'azote dans le sol. Et après quelques années, seront naturellement limitées. Donc, elles sont des super, elles adorent l'azote. Euh, il y a les tassements. Donc, typiquement, si vous piétinez souvent vos sols, vous pouvez avoir une surabondance de pissenlit, de rumex et de plantain et de toute plante en fait avec des racines pivots, donc une grosse racine perçante dans le sol. Donc tout ça, ça peut être un indicateur, ça peut être une solution pour connaître un peu votre sol. Voilà, j'avais déjà expliqué un peu le pH, parce que j'avais oublié qu'il y avait cette slide aussi, mais voilà, n'hésitez pas comme on l'a dit, un sol idéal, c'est un sol qui est légèrement acide, et donc l'idéal à faire, c'est que si vous avez un sol trop alcalin, une fois que vous avez fait le test de pH, s'il est trop alcalin, vous pouvez rajouter de la matière organique, car naturellement, en fait, justement, toute la petite biodiversité du sol qu'on a vu tout à l'heure, en respirant comme nous, elle va transformer l'oxygène en CO2 et va acidifier le milieu naturellement via ce CO2 qui va devenir de l'acide carbonique. Donc, plus un sol est vivant, plus il sera acide souvent. Euh, et donc, ici, il est trop acide. Alors là, on peut avoir des méthodes plutôt autres qui sont de l'apport
de cendres de bois, de chaux, mais il faut faire très très attention à la quantité. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, car vous pouvez tuer un sol si si vous en mettez trop. Donc il faut vraiment faire des calculs ou en mettre en très petite quantité et faire de l'essai-erreur, mais il faut savoir que tout ce qui est cendres de bois, chaux, craie, qui permettent de remonter le pH d'un sol, il faut vraiment faire attention à ça, car ça peut vraiment tuer notre sol. Et ça permet donc idéalement euh, de, de remonter un peu le pH pour qu'il soit pas trop acide. Comment est-ce qu'on peut améliorer la structure du sol? Ben, en fait, la réponse, on va voir souvent, c'est apporter de la matière organique. La solution à tous nos problèmes, peu importe votre type de sol, c'est de la matière organique. Car ce qui est magique, c'est que quand votre sol est sableux, ben, la matière organique, elle va faire quoi? Ben, elle va justement permettre de refaire de l'humus et donc de le rendre un peu moins poreux et donc de permettre de retenir de l'eau. La matière organique, c'est comme une éponge. Ça permet de retenir l'eau. Dans les sols argileux, ça va permettre justement d'aérer le sol, car la matière organique va tirer pour la dégrader, il va y avoir toute la faune qui va venir, et comme on a vu, la faune va faire des galeries et va aérer le sol, et donc ça permet justement d'aérer les sols. Et donc voilà, ça peut être amélioré via des plantes. Les sols argileux, via les racines, peuvent également s'ouvrir. Donc dans les sols argileux, on va également essayer de pas trop les piétiner pour justement ne pas trop les tasser. Donc typiquement au potager, si on a un sol argileux, ben, on va essayer de mettre des planchettes entre les cultures pour ne pas pas marcher dans les zones de culture, car ils seront vite tassés. Et si on a un sol limoneux, ben, toujours de la matière organique, parce que c'est l'idéal. Mais il y a beaucoup moins besoin de ça, car quand on a un sol limoneux, on est chanceux. On a un sol qui est propice, en tout cas, aux cultures. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer la structure du sol manuellement? Bah, via certains outils. Donc, le plus emblématique, c'est la grelinette. Donc, c'est un outil qui est indispensable, on va dire, quand on a vraiment des grands potagers. Ça permet de désherber également un peu la grelinette, mais surtout, ça permet d'aérer notre sol. Ça permet de décompacter, ça permet de favoriser l'infiltration de l'eau. euh, et c'est beaucoup moins, comme l'a dit Julie, c'est beaucoup moins perturbant pour la biodiversité que des coups de pêche à répétition. Il y a également tout ce qui est engrais vert, comme je l'ai dit. Si vous avez des zones de culture qui sont voilà, que vous cultivez depuis des années, ben, des fois ça peut faire du bien de faire une petite pause sur certaines bandes et de semer un engrais vert qui va permettre justement de renourrir le sol, justement à condition que vous laissiez bien votre engrais vert se dégrader sur place. Ou si vous le compostez ailleurs et vous remettez le compost une fois dégradé sur votre zone de culture. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un sol couvert, c'est un sol prospère et un sol nu, c'est un sol foutu. Donc ça, c'est une phrase de Konrad Schreiber qui répète à chaque fois qu'il y a un agronome français. C'est son credo et c'est au final une bonne synthèse de tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur comment améliorer son sol. C'est si votre sol est à nu, votre sol ne pourra pas vous rendre tous les services, ne pourra pas abriter toute la biodiversité qu'on a vue. Donc les petits vers de terre et autres qui permettent justement de rendre votre sol fertile donc, il est hyper important pour la vie du sol de toujours couvrir le sol autant que possible, que ce soit via des plantes ou via de la matière organique. On voit bien dans euh, la nature déteste le vide. Et donc, un sol nu dans la nature, c'est pas normal. Et ça ne peut jamais durer très longtemps. Et une petite information, un sol couvert, ça réduit grandement le risque d'érosion, forcément, via les racines ou via également le substrat au-dessus. Je regarde l'heure qu'il est d'ailleurs. Oh là là, on a encore un peu de temps, Julie, ou on devait clôturer à quelle heure? 21h30 normalement. Ah, ça va en fait, Ça hein, va. on est dans les T'as temps, encore ça 10 va. minutes. Allez, je vais quand même regarder ça en tête. Alors, comme on l'avait vu, l'azote c'est bien pour la croissance des plantes, des légumes et surtout des feuilles. On va dire, voir l'azote, c'est la matière qui permet de faire de la matière, c'est l'élément qui permet de faire de la matière fraîche, de la matière verte. Donc il est essentiel, mais un excès d'azote peut aussi rendre vos plantes trop sensibles. Euh, Souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a trop d'azote, ben, la plante fait beaucoup de feuilles au détriment des fruits, ce qui n'est pas toujours l'idéal. Et en plus, elle va grandir très vite et va faire des pousses qui sont très attractives pour les pucerons et certaines maladies.
Donc, ne pas trop faire d'accès d'azote, donc toujours faire attention. Pour le corriger, c'est quand on a un accès d'azote, en fait, le plus simple, c'est encore une fois d'apporter de la matière organique, mais de la matière organique carbonée, c'est-à-dire de la paille, des petits, même des fois des petits, de l'écorce de plantes, des broyats de jeunes rameaux. Faut pas non plus amener de la sciure de bois, ça c'est trop. On va voir après dans le tableau que c'est des choses qui sont très carbonées. Par contre, quand on a des carences en azote, alors là, justement, on va apporter. Qu'est-ce qui va se passer déjà? Ben, on va plutôt avoir un jaunissement des feuilles, on va avoir des retards de croissance, donc c'est pas l'idéal. Souvent, ça va se faire dans les sols sableux, car c'est des sols qui retiennent moins l'azote naturellement. Et ce qu'on peut faire, forcément, bah, c'est mettre des engrais verts, mettre des légumineuses ou des fabacées, qui sont des plantes qui naturellement vont fixer l'azote atmosphérique via une symbiose dans leurs racines. Elles ont une symbiose avec des bactéries qui, justement, en échange de sucre que leur produit la plante, elles peuvent fixer de l'azote atmosphérique et le faire le stocker en azote minéral accessible à la plante. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est du coup appliquer un compost bien équilibré en azote, euh, ou justement apporter de la matière organique riche. Donc, tout ce qui est tonte de pelouse, c'est des matières qui sont très riches en azote et qui vont se dégrader très vite. Donc, ça permet de faire un coup de boost. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comment améliorer et équilibrer son sol. Ben, c'est en ayant un sol vivant. Et pour avoir un sol vivant, ben, il faut nourrir. Pour avoir un sol vivant, il faut fournir le gîte et le couvert à la vie des sols. Et donc, encore une fois, il faut apporter de la matière organique. Si je l'aurais pas dit 10 fois, je l'aurais pas dit. Mais un sol vivant, c'est la base de tout. Euh, Si on veut avoir une bonne reproduction, il faut vraiment nourrir un maximum son sol, mais il faut pas le faire non plus n'importe comment. Et idéalement, il faut avoir un rapport, justement, on va avoir un rapport CN, on appelle ça, un rapport carbone-azote. Donc l'azote, c'est le signe N. Je sais bien que c'est un peu contre-intuitif, mais c'est le N, c'est l'azote, euh, qui est équilibré. Et donc, pour avoir un sol vivant, il faut le couvrir. Et donc, ça, ben, ça peut se faire de différentes manières. Comme on l'a vu, ça peut se faire via des tontes. Tout ce qui est tonte d'herbe au jardin, souvent, des fois, ce que je ne comprends pas au Wallonie, mais beaucoup de gens les exportent. On donne notre engrais au parc à conteneurs, on les exporte, on prend la voiture, on va les apporter ailleurs. Alors il nous suffit de les mettre au pied de nos plantes. Potagère ou même juste le mettre dans un compost et en quelques jours, elles vont se dégrader et vont nourrir nos plantes. Donc ça, c'est typiquement une super végétation. Il faut pailler. On peut également pailler donc avec du bois de jeunes pousses. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc couvrir en permanence vos sols, comme je l'ai dit. Un sol nu est un sol foutu, un sol couvert, un sol prospère. Il faut éviter tout ce qui est labour, travail trop profond des sols. Donc typiquement, souvent ça arrive moins souvent dans le jardin, mais ne jamais euh, trop modifier les sols, ne jamais refaire venir, ne jamais remélanger les horizons profonds. Donc ne pas aller chercher la terre trop profondément dans le sol et pas trop mélanger. Donc il faut garder un travail en surface. À 5 centimètres du sol, c'est bien souvent, pas aller trop en profondeur avec nos outils. On peut apporter du compost bien équilibré, on peut justement éviter les intrants chimiques et pesticides. Tout ce qu'on a vu, pesticides et autres, ça va perturber la vie du sol. Et comme on a vu, bah, la vie du sol, c'est ce qui fait un sol vivant et c'est ce qui nous rend tous ces services. On va également limiter tous les intrants chimiques, car déjà, ça nous coûte de l'argent et souvent ça coûte cher. Et en plus, bah, des fois, ça fait plus de déséquilibre que d'équilibre. Surtout dans des jardins particuliers. Quand on est au jardin, souvent, c'est compliqué de bien doser nos engrais. On peut mettre des engrais verts, on peut ne pas bâcher le sol sur de longue durée et pratiquer la rotation de culture. Alors, comme je l'ai dit, un peu introduit avec les tontes de haies, l'idéal pour nourrir son sol, c'est de valoriser toute la matière organique produite au jardin, mais également à la maison. Et donc, tout ce qui est déchets de cuisine, on va le valoriser. Tout ce qui est feuilles mortes, on le valorise. Tout ce qui est taille de haie, on le valorise. Si on a l'espace, forcément, car c'est des ressources hyper intéressantes. Donc, si vous avez des haies, pareil, plutôt que de les apporter au parc à conteneurs, vous pouvez, si vous le pouvez, si vous avez un espace un peu caché au jardin, refaire des tas.
de branchements, refaire des talles et mélanger toutes vos matières organiques, en plus de faire des habitats hyper intéressants pour la microfaune, donc ça peut être pour les hérissons, pour plein d'espèces qu'on apprécie au jardin. Ça va permettre de faire vous-même un compost et un substrat intéressant pour vos cultures. Donc voilà, si possible, garder le maximum de matière organique chez soi. Si on a un jardin, c'est mieux. Si on n'a pas suffisamment de matière organique, alors là, on peut se tourner vers d'autres sources. Alors des fois, il y a moyen d'acheter de la paille au fermier du coin. C'est ce qui marche très bien. La paille, c'est pour le paillage, c'est dans le nom, c'est très utile. La paille, l'avantage, c'est qu'elle est très bien équilibrée justement en carbone-azote. Donc si vous mettez que de la paille, vous avez déjà quelque chose d'équilibré. Et il y a également tout ce qui est BRF, donc bois ramial fragmenté, c'est vraiment le broyat de jeunes pousses, de jeunes tailles de haies. Ça, c'est également quelque chose qui est bien équilibré. Attention à ne pas mettre de la sciure de bois. Et justement, je parlais du carbone azote, ben voilà, ce qu'on appelle le rapport carbone azote, c'est justement l'équilibre. Et pour avoir un peu une idée de quelles sont les matières organiques azotées et lesquelles sont plutôt carbonées, ben, il y a un petit tableau comme celui-ci qui permet de mettre en avant voilà, les différents types de matières et leur rapport carbone-azote. Et donc, forcément, tout ce qui est jeunes feuilles, tout ce qui est partie végétale, fraîche, ben, ça va être très riche en azote. Tout ce qui va être les pailles, tout ce qui va être bois, écorce et autres, sciure, ça va être très carboné. Tout ce qui est papier également. Typiquement, dans votre compost, si vous avez des Scotex, en fait, souvent dans les déchets de cuisine, le plus dur, ça va être d'amener le carbone. C'est souvent l'élément le plus manquant dans le compost, le carbone. Et donc, typiquement, tout ce qui est papier, Scotex et autres, ça peut également finir dans le compost. Et c'est des fois justement une bonne chose. Les mouchoirs également. Attention forcément à ne pas avoir de revêtement plastique sur les papiers, sinon ça passe dégradé. Mais voilà, ça je vous laisse l'image, vous aurez les slides à la fin de toute manière, et donc vous pourrez vous référer un peu à ça. Mais une fois que vous avez compris le principe, pas besoin de se prendre trop la tête avec ça, il faut juste avoir un équilibre entre les deux. Et donc, parmi les éléments qu'on peut faire, forcément, le paillage, voilà, ça nous rend plein de services au jardin. Ça peut être forcément le premier, ça va être de limiter l'enherbement. Attention que pour limiter l'enherbement au jardin, il faut mettre une couche suffisante. Souvent, nous, on dit qu'il faut au minimum 8 centimètres de paillage pour avoir un réel effet désherbant. Et donc, ce qui arrive souvent au jardin, c'est que les personnes mettent du paillage, justement, le paillage qu'on fait le plus souvent au jardin, c'est dans les parterres ou c'est dans les zones de gravier. Et qu'est-ce qu'on fait? Vu que ça coûte cher le paillage ou vu que ça coûte cher les graviers, on en met juste une petite couche pour ne plus voir le sol. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment avoir un effet désherbant, il faut au moins 8 centimètres. Il faut une bonne couche. Ça, c'est une erreur typique au jardin. Et donc, si vous voulez cet effet désherbant, euh, il faut toujours au minimum 8 à 10 centimètres de paillage. Ça va également permettre de nourrir la vie du sol. Donc, tout ce qui est paillage organique, ça, comme on l'a vu, ça donne le gîte et le couvert à nos amis qui vivent dans nos sols. Ça améliore la fertilité, ça limite l'évaporation, donc ça protège le sol de tout ce qui est évaporation. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça va permettre justement de stocker de l'eau dans nos sols. Exception faite en période de sécheresse. S'il fait vraiment sec et qu'une pluie va être annoncée, donc si on est en période en été, on est en période de sécheresse et que vous voulez arroser et qu'au potager vous avez beaucoup paillé, s'il fait trop sec et qu'il y a une pluie qui arrive, ce que vous pouvez faire, c'est d'enlever la paille de vos rangs de légumes parce que s'il ne pleut pas assez, des fois l'eau va justement s'accumuler dans le paillage et ne va pas aller dans le sol. Et donc, c'est intéressant des fois d'enlever son paillage, mais c'est la seule exception, c'est quand il fait vraiment très sec et qu'il va pleuvoir. Des fois, on peut juste enlever le paillage et puis le remettre une fois qu'il a plu. Ça va permettre vraiment d'arroser mieux nos plantes. Et forcément, ça va permettre d'améliorer la structure. Et également, il était mis en bas, l'exception faite, c'est également faire attention aux limaces en période humide, vu que le paillage fait un super refuge pour elles. Mais bon, voilà, normalement, si votre milieu est équilibré et si c'est pas des jeunes pousses de laitue, ça peut encore aller. Euh, une super technique. Donc, si vous êtes au jardin et que vous souhaitez créer des nouvelles zones de culture, plutôt que de désherber tout avec des motoculteurs
ou plutôt que le faire à la bêche, ou je ne sais pas par quelle solution. Une méthode très douce pour désherber les sols et qui est utilisée par les maraîchers professionnels, c'est le fait de bâcher les sols. C'est très simple, il suffit d'avoir une bâche plastique ou ça peut se faire via des cartons qu'on va lester avec des briques et autres. Idéalement, quand on parle de bâches plastiques, on va prendre des bâches qui sont perméables, hein, parce que si vous mettez une bâche imperméable sur votre sol, et que ça va plutôt tuer votre sol qu'autre chose. Donc, c'est quand même, il faut quelque chose de perméable idéalement. Vous pouvez couvrir votre sol avec justement cette bâche plastique perméable ou via des cartons pendant 3 mois. Et une fois que vous enlevez la bâche, vous allez découvrir un sol super riche et intéressant. Sur l'image qu'on a, donc c'est un maraîcher professionnel. Et ce qu'il fait souvent avant, c'est qu'il a un gros tas de paille, on le voit dans le fond. On va recouvrir tout notre sol, toute notre zone de culture de paille à la fin de l'été, une fois qu'on a fini, plutôt au début de au début de l'automne, fin de l'automne, plutôt dans ces eaux-là. On va couvrir notre sol de paille et on va le recouvrir. Et ça va permettre de, pendant tout l'hiver, de garder une zone hyper active et d'avoir un sol hyper vivant. Et comme ça, quand on va au printemps et qu'on enlève la bâche, on récupère un sol nickel, un sol grumeleux qui est parfait pour les cultures. Alors, vous allez me dire que maintenant, c'est un peu tard pour mettre ça en place cette année. Oui, parce que ça prend quand même 3 mois au minimum. Mais pour l'année prochaine, si vous voulez, ou si vous voulez planter des cultures allez, on va dire maintenant, vous pouvez encore le faire pour à la fin de l'été. Vous mettez ça pendant 3 mois, ou déjà quelques mois, vous allez avoir un sol incroyable. Donc, une petite technique. Et si vous avez des sols pollués ou si vous souhaitez cultiver, vous avez un sol pas assez profond, par exemple, vous avez un sol argileux et vous souhaitez avoir des carottes, une technique, c'est les bacs de culture surélevés. Donc, c'est assez facile à comprendre. Donc, il faut juste, c'est souvent ce qu'on voit aussi dans les maraîchers professionnels, des fois, ou dans tout jardin, c'est qu'on va on va surélever artificiellement notre sol et on va faire des bacs en bois qui vont permettre justement d'augmenter la profondeur de notre sol. Ça va également avoir différents avantages, ça va faciliter les récoltes, ça va limiter la propagation des ravageurs, vu qu'on va pouvoir plus facilement contrôler les ravageurs et limiter la présence de limaces. Ça permet de limiter forcément les pollutions. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un super moyen pour ceux qui ont des sols pollués, donc qui sont à proximité d'anciens bassins miniers dans des centres-villes, et que vous pensez que vos sols sont pollués. Le plus simple, c'est de mettre tout ce qui est légumes feuilles, tout ce qui est voilà, carottes et tubercules, donc toutes les parties des plantes, tous les légumes qui peuvent accumuler les polluants, vous pouvez les mettre dans vos bacs et vous allez grandement limiter ce problème des pollutions des sols. Et donc, c'est un super outil. Et ça permet également de limiter tout ce qui est maladie liée à l'humidité. Donc, les bacs potagers, c'est génial. Et n'hésitez pas il me semble qu'il y a un article d'ailleurs sur Adalia qui explique comment faire des bacs potagers, mais il y en a plein d'autres sur Internet. Et donc, ça, c'est une super atout. Il y a également d'autres solutions. Donc, par exemple, si vous avez un sol si vous souhaitez avoir des spirales aromatiques, mais que vous avez du mal que les plantes aromatiques ne poussent pas bien chez vous. Typiquement, chez moi, c'était le cas dans un terrain argileux. Souvent, c'est des plantes qui aiment bien les sols secs et drainants. Vous pouvez faire une spirale aromatique ou juste faire une zone surélevée avec des petites pierres. Donc, c'est un peu comme un bac potager, mais avec des pierres, mais qui sera un peu moins, juste pas vraiment comme un bac, vu qu'il sera beaucoup moins, il va plutôt être sec. Et ça va permettre justement de favoriser les plantes aromatiques méditerranéennes qui adorent justement ces sols assez. Les zones, ça va permettre également de faire un microclimat et de refaire des sols qui vont se réchauffer rapidement, des sols plutôt secs. Et justement, l'avantage de toutes les constructions en pierre sèche, c'est que c'est un super refuge pour la biodiversité. On arrive à la fin, vous avez tenu le coup. En tout cas, j'espère derrière vos écrans, j'espère que vous avez été intéressés. On arrive à la fin et du coup, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire donc chez soi pour diminuer les menaces sur le sol. Donc là, on avait abordé un peu en début de présentation les menaces. Comment est-ce qu'on peut concrètement à son échelle limiter les impacts sur la vie du sol? Ça va pouvoir se faire de différentes manières. Donc la première, ça va être de désimperméabiliser nos sols. Donc chez nous,
Bon, ça c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais si on a des allées de garage thermaquées, bon, on pourrait réfléchir, pourquoi pas à l'avenir, de les désimperméabiliser avec différents revêtements, en remettant des graviers, en remettant des dalles alvéolées qui vont pouvoir être enherbées. Donc, c'est une première solution. Essayer de limiter l'imperméabilisation des sols. La deuxième, ça va éviter tout ce qui est tassement. Donc, chez soi, on va essayer de, surtout dans nos zones de culture, de pas trop tasser les sols, de pas trop marcher au même endroit, de pas faire passer des machines lourdes. On va également essayer d'apporter tout ce qui est matière organique, quand on a vu que ça va permettre de sauver la vie du sol. C'est un peu le credo d'aujourd'hui, hein. S'il y a une chose à retenir, c'est que si vous voulez avoir un sol vivant, il faut remettre de la matière organique. Il faut limiter tout ce qui est travail en profondeur, couvrir le sol aussi, couvrir un sol au maximum avec des plantes, mais également des matières organiques. Donc il y a différentes manières. Toujours, voilà, faire des petites astuces, faire attention aux pentes pour limiter l'érosion, essayer de changer les cultures afin de limiter la propagation des maladies et le fait qu'elles pondent toutes le même nutriment et donc d'avoir des carences en certains nutriments si on cultive toujours la même plante au même endroit chaque année. C'est bien de faire des rotations, mettre des dispositifs anti-érosifs, dépolluer les sols. Bah, ça, c'est compliqué, mais voilà, il y a de la des phytoremédiation, mais ça, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Et limiter surtout soi-même les pollutions domestiques, donc éviter tout ce qui est produits phytosanitaires, éviter tout ce qui est polluant, que ça soit polluant de déchets ménagers ou autres. On va essayer d'éviter tout ça. Et maintenant, on va pouvoir, Julie, pour clôturer, Julie va vous présenter un outil assez récent qui J'ai fait est une petite, l'IQSWay. ouais, j'ai fait une petite Oui, transition ratée. Désolée. Je voulais que ce soit fluide. Oui, ok. du coup, merci Loulou pour cette grande partie. Donc pour conclure, hein, je vais être assez brève. On voulait quand même vous présenter l'outil EQSWay. Donc EQSWay, c'est l'indice de qualité des sols wallons. Et c'est un outil qui permet d'évaluer l'état de santé du sol à partir de tests et d'observations assez simples, donc qui requièrent vraiment aucune formation ni aucun matériel spécifique. Donc, c'est assez simple à mettre en place pour le grand public. Et c'est un projet qui est réalisé par l'Université de Louvain, le Centre wallon de recherche agronomique et Ariès. Et donc, en fait, c'est un protocole qui se fait en 4 étapes. Donc, vous allez d'abord identifier une zone relativement homogène et puis faire un diagnostic de surface et puis un diagnostic un peu plus profond sur l'état de votre sol. Et puis interpréter et encoder les résultats et puis attendre ben, du coup les conclusions. Et donc c'est un outil qui permet de voir, enfin de calculer un score surtout lié à la capacité de votre sol à supporter tout ce qui est croissance de plantes et fertilité, la capacité de votre sol à absorber l'eau de pluie aussi et du coup à vous prémunir contre tout ce qui est inondation, et la capacité de votre sol à accueillir la vie du sol. Et donc ces scores sont aussi voilà, agrégés en un indice de qualité globale. Et donc c'est assez sympa. Et je voulais quand même vous montrer le petit... Alors, si j'y arrive, le document donc, qui vous aide à... J'essaie de partager mon écran, ça ne va pas. Le document qui vous aide à avancer, c'est le PDF. Et où on va vite parcourir avec vous assez rapidement. Donc ça, c'est le document que vous allez trouver sur le site EQSWay. On va vous demander en fait de vous munir de ce petit guide quand vous allez faire votre prélèvement de sol. Et donc, il vous faut simplement voilà, quelques outils. Vous allez d'abord observer la zone où vous allez faire votre prélèvement et on va vous demander de remplir pas mal enfin, quelques informations sur la nature de l'endroit où vous faites vos prélèvements, s'il y a une pente, l'ensoleillement, l'historique, si vous avez un peu d'informations par rapport à ce sol. Donc ça, c'est vraiment des observations de surface, voir un peu la couverture du sol, si elle représente, enfin, si elle est inférieure à 30%. Donc vous allez cocher en fait toute une série de critères. S'il y a des plantes exotiques envahissantes, si vous observez de la stagnation d'eau,
Si vous observez des turicules de vers de terre, donc c'est en fait ces petits amas qu'on va retrouver en surface, c'est les déjections des vers de terre. Euh, et donc voilà, une fois que vous avez réalisé ces observations de surface, vous allez pouvoir faire votre petit coup de bêche, donc jusqu'à 25 centimètres environ de profondeur et extraire ce carré d'herbe, de sol. Et puis, vous allez observer à nouveau, là, dans ce carré, qu'est-ce que vous voyez. Si vous voyez des horizons différents, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et donc toutes à la couleur, et toutes ces données, vous allez pouvoir ensuite les encoder sur le site IQSWay, qui va vous permettre enfin voilà, je passe les détails, mais il y a quand même pas mal de choses. C'est vraiment de l'observation, pas besoin de connaissances. Ici, voilà, on vous demande de faire le test du boudin avec une partie de votre sol, comme Louis a expliqué tout à l'heure, qui va permettre de voir un peu sur quel type de sol vous avez. Euh, voilà, s'il y a de l'humidité, etc. Et alors, une fois que vous avez encodé toutes ces données, vous allez pouvoir avoir des scores, un score qui va être calculé pour voir l'aptitude de votre sol à vous rendre des services en termes de fertilité, de gestion d'eau et d'accueil, et surtout vous donner des conseils pour voir comment améliorer votre sol. Donc, c'est vraiment un super outil assez intéressant et qui peut être fait en famille aussi. Si, avec les beaux jours qui reviennent, si vous avez envie de faire ce test, n'hésitez pas à aller sur le site IQSWay pour avoir toutes les informations. Et donc, pour conclure, je vais repartager le PowerPoint. Hop, voilà. Pour conclure, on va vous demander si vous êtes d'accord de répondre au questionnaire. Oula, c'est mon ordinateur qui plante, il veut plus reprendre. Je quitte. De répondre au questionnaire de satisfaction. Arrêtez le partage, je réessaye. Je lui en demande trop en fin de soirée, ça ne va plus. Non, je peux le partager. Je veux bien te faire cette Ah, tu veux... faveur au pire. Ah, Mais, on voit ah, là, c'est bon? c'est pas encore le QR code, mais je sens que tu Ouais. t'approches. Ouais. Donc Ah, voilà il veut aussi. voilà le QR code pour la formation de ce soir. Donc voilà, si vous êtes d'accord, ça nous arrange vraiment que vous répondiez à ce questionnaire de satisfaction. Je le glisse en parallèle dans l'onglet conversation. Donc ça vous prend 5 minutes et nous, c'est assez important dans un contexte d'évolution continue de nos formations. Et voilà, s'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés qui vous auraient plu, s'il y avait des éléments peut-être trop lourds aussi par rapport à vos attentes. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. C'est un questionnaire anonyme, donc on ne saura pas qui a répondu. Et puis, alors, dernière info pour la suite du cycle de formation, le jardin de demain. Donc, prochaine visioconférence, ce sera le 17 mars sur le compostage dans le cadre du PAC Sol. Et puis, donc du pack qui vous concerne, en fait. Et puis, alors, en début avril, pour le potager, pour conclure les visioconférences du pack sol. Et puis, on commencera le pack faune avec la gestion différenciée de pelouse. On verra un peu le principe de tonte différenciée. Et puis, suivi en mai des aménagements en faveur de la faune sauvage au jardin. On va avoir aussi en mai l'atelier pratique pour apprendre à composter efficacement avec un maître composteur. Donc ça, il nous reste des places si vous souhaitez. Ça aura lieu à Malonne, donc près de Namur. Et voilà, avec un maître composteur, si vous souhaitez vous inscrire uniquement à cette visite de terrain, il nous reste des places. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en bas de page. Et alors, il y aura aussi un atelier pratique pour compléter ici le pack sol avec Potago à Marchin, donc plutôt en province de Liège, qui est, voilà, on aura la chance d'accéder à leur terrain avec leur potager surélevé et ils aident les particuliers à concevoir des potagers, etc. C'est vraiment un super organisme. Donc voilà, n'hésitez pas, il reste aussi des places à m'envoyer un mail. Et puis, il y aura aussi une formation de terrain sur l'utilisation de la faux à Floref. Il reste des places pareilles. Et alors, si vous souhaitez aussi fabriquer un nichoir à mésange, il y aura un atelier qui se donnera à Neupré, en province de Liège aussi. Voilà, pour toutes ces informations, n'hésitez pas à consulter les packs liés ou alors à m'envoyer un mail aussi
Si vous souhaitez, je pense que c'est bon pour nous. Ouais. Peut-être encore l'événement, le printemps au naturel, donc la campagne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est réalisée de mars à juin, se clôture par une fête qu'on appelle la fête du printemps au naturel. Je Ok. veux juste pas dire de bêtises pour la date. Louis, c'est en juin. Ce sera attendez, ça aura lieu le 14 juin. C'est ça. Et en Je fait, je donne des confirme. informations que je ne maîtrise pas. Ouais, et donc, La fête. n'hésitez pas à vous renseigner. De toute manière, si la fête du printemps naturel ne se déroule pas près de chez vous, sachez qu'il y a plein d'événements sur la Wallonie qui pourront se dérouler peut-être à côté de chez vous. Et donc, voilà, n'hésitez pas à consulter le site. Je pense qu'on peut le mettre dans la conversation, si ce n'est pas déjà fait. Le Ouais, je site vais quand du même le printemps glisser naturel. avant. Ouais, je le fais directement. Ok, voilà. Bah, du coup, Et on va pouvoir. Il y bah, a du pas, il y coup, avait je pas de vois questions. qu'il n'y a pas de questions. C'est ça qui était voilà. Soit vous n'avez pas eu trop de questions, soit que c'était très clair. C'est ce que j'espère. Trop clair, trop Ou- clair. Vous, vous avez bu nos paroles, ou vous étiez resté bouche bée. Ouais, Euh, mais n'hésitez pas encore, si vous avez des questions, ce n'est pas un tabou, n'hésitez pas à les poser avant qu'on clôture cette petite visioconférence. Alors, j'essaye d'accéder au chat. Hop, voilà, conversation, et je glisse le site du printemps au naturel. Voilà, ah, parfait. Donc là, il y aura toutes les Bon, infos. Et merci à tous pour vos remerciements. Euh, et bah, s'il n'y a toujours pas de questions, on va pouvoir bientôt se quitter et ouais, je pense qu'on vous souhaiter. on va pouvoir se quitter. Ah oui, et alors je complète, hein, donc, parce que j'étais un peu frustrée. Donc, la fête du printemps au naturel aura lieu le 14 juin au Crier de Villers-la-Ville. Donc, ça va être une journée hyper conviviale avec des activités, des ateliers, des stands. Et c'est l'occasion de rencontrer toute l'équipe d'Adalia. Voilà, comme ça, je finis la bribe d'informations que j'ai donnée. Donc, ce sera à Villers-la-Ville le 14 juin. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Toutes les informations sont sur le site. Et alors, on se retrouve en tout cas dans la suite du pack dans les prochaines semaines pour la suite du pack. Allez, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein. Non, Oui, c'est ça. il y a plein de chouettes formations, surtout sur le terrain, même si c'est chouette d'être derrière son écran ou pouvoir de le regarder après quand on a le temps. C'est toujours bien aussi d'être sur le terrain et de profiter de l'expérience euh, en vrai et de pouvoir te sentir et toucher les choses. Merci, Louis. Allez, sur ces belles paroles, bonne fin de soirée tout le monde et à bientôt. Bonne fin de soirée.